Bonjour et bienvenue dans le podcast Au fil du yoga à l'ombre du banyan. Le podcast qui t'invite à ralentir, à respirer et à revenir à l'essentiel. Ici, on déroule le tapis autant que les pensées. On explore le yoga et le bouddhisme sous toutes ses formes. Le corps, bien sûr, mais aussi l'esprit, les émotions et ce fil invisible qui relie tout. Que tu sois pratiquant, curieux, yogi passionné ou simplement en quête d'un peu plus de calme dans le tumulte du quotidien, tu es au bon endroit. À chaque épisode, je t'emmène dans une parenthèse douce et authentique entre réflexion, pratique et inspiration pour t'aider à te reconnecter à toi. Alors, installe-toi confortablement et laissons le fil se dérouler. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui consacré à la question « Pourquoi ton yoga ne marche pas ?» Et non, ce n'est pas la faute du tapis. Tu fais du yoga régulièrement. Tu respires profondément. Tu es censé être zen, n'est-ce pas la chose que l'on entend le plus souvent, et notamment quand tu es prof de yoga. Et pourtant, à côté, ton cerveau fonctionne à 1000 à l'heure. La liste des courses, une honte existentielle à prendre du temps pour toi, et puis peut-être aussi ce mail auquel tu n'as pas répondu il y a déjà une quinzaine de jours. Et alors tu te demandes, finalement, est-ce que le yoga fonctionne vraiment ? Ou bien, est-ce que c'est juste un espace où je vais venir m'étirer, peut-être faire des postures compliquées, une petite sieste à la sortie avec Shavasana, et puis ça repart. La bonne nouvelle, c'est que ça marche, mais peut-être pas comme on te l'a vendu. Qu'est-ce que nous dit la science ? La science nous dit que le yoga a des effets. La pratique physique, couplée à une respiration, et je ne vais pas l'appeler pranayama exprès, cette pratique physique va avoir un effet. Va avoir un effet sur ton système nerveux que l'on appelle parasympathique. C'est ce système nerveux qui apaise les organes par un message, toujours initié par le cerveau, et qui va faire baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress biologique. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ton corps va arrêter de croire que tout email est urgent. Donc, ton cerveau va cesser d'assimiler, par exemple, la nouveauté d'un mail comme une attaque. On a souvent présenté la réaction humaine aux émotions en prenant l'image de l'homme préhistorique. On a 3 façons de réagir. Ces 3 façons, on les retrouve aussi chez les animaux. La première, c'est de fuir. La deuxième, c'est de se figer sur place, ne pas bouger. Ne pas bouger parce que peut-être que, par exemple, le tigre ne va pas nous voir et ne va pas nous attaquer. Ne pas bouger, par exemple, chez certains animaux, c'est feindre d'être mort afin de désintéresser complètement l'animal qui attaque. Et la troisième catégorie, c'est l'attaque. Le stress, c'est plutôt ça. C'est toujours être en mode attaque. C'est un système de fonctionnement du système biologique basé sur un mode toujours élevé, sans repos. On a des études scientifiques qui ont montré que le yoga, la pratique régulière du yoga, pouvait aboutir à une baisse du cortisol. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que progressivement, on apprend au cerveau, donc ensuite à l'ensemble du système nerveux parasympathique, à se relâcher. Cette relaxation, on peut la voir quand vous êtes à la toute fin
de votre cours en Shavasana. Vous avez plusieurs attitudes. Vous avez la personne qui va complètement lâcher, et qui risque même de s'endormir. Ça tombe bien, ça veut dire qu'elle en a besoin. Vous avez la personne qui va vouloir partir parce que les 5 minutes de Shavasana, c'est une perte de temps. Il faut courir pour aller prendre le bus, prendre sa douche, retourner au travail, répondre au mail, justement, qui nous attend. Et puis, vous avez l'attitude de celui qui va attendre passivement. On a d'autres études scientifiques qui montrent aussi que le yoga va améliorer ce qu'on appelle la variabilité cardiaque. Plus cette variabilité est importante, plus votre muscle cardiaque est en bonne forme, plus, on va dire, votre score de zénitude de votre système nerveux est élevé. Ou si vous préférez, une autre façon de le dire, c'est que vous êtes en capacité de résister à du stress. Donc, ça veut dire que ton corps comprend le message. C'est juste ton mental qui, pendant une séance, ne veut peut-être pas se calmer. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez toi? Eh bien, d'abord, peut-être parce que tu fais du yoga, mais version KO. En effet, il existe plusieurs types de yoga. Mais toi, tu fais un peu du je clique sur une vidéo sur YouTube. Parce que là, la prof, elle est souriante et c'est dans un joli cadre. Alors, tu vas peut-être te retrouver à faire du vinyasa yoga, alors que ton système nerveux est déjà en mode essoreuse. Et ton corps, lui, il dit « Merci pour l'énergie, mais moi, je voulais une sieste. » C'est-à-dire que il faut considérer l'état dans lequel on est. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis en super forme? Mais attention, il ne faut pas uniquement regarder les signaux de son corps. Moi, j'aurais toujours tendance à dire que je suis en super forme. Et pourtant, derrière cette façade d'énergie, il y a de la fatigue. Donc, la première chose à faire, c'est de reconnaître la véritable énergie de son corps. Effectivement, dans le yoga moderne, il existe différentes pratiques physiques. La plus calme, c'est ce qu'on va appeler le yoga nidra. Le yoga nidra, c'est le yoga du sommeil. Vous allez être allongé pendant à peu près 1 heure sur le sol, dans la position la plus confortable possible, tout en évitant de s'endormir. Pour le yoga nidra, il faut savoir que il est extrêmement important, c'est déjà de savoir gérer justement ce stress, ce chimpanzé qu'il y a dans notre mental. Parce que le yoga nidra, il faut rester immobile pendant 1 heure. Et que si ça bouillonne tout le temps dans le cerveau, l'opération va arriver à 0. Vous avez l'ashtanga et le vinyasa. Ce sont 2 types de yoga plutôt dynamiques. Dynamique dans le sens où il y a un enchaînement assez rapide de postures. Donc, on va s'orienter vers quelque chose d'un tout petit peu cardio. À l'opposé, souvent on dit que le hatha yoga, c'est plus sur l'endurance parce qu'on tient un peu plus longtemps les postures. Mais une chose est sûre, c'est que dans tous ces types de yoga, il faut savoir respirer. Parce que si tu ne respires pas, le fait de fatiguer ton corps va effectivement peut-être avoir un effet sur ton système nerveux, mais plutôt dans le sens, boum, la machine s'arrête. Elle est trop fatiguée. Ce que tu cherches à avoir quand tu fais du yoga, c'est savoir induire un moment de relaxation et comment parler à ton corps pour que celui-ci se relâche. Donc, l'idée, c'est de ne pas choisir. La première vidéo venue sur YouTube va plutôt dans un studio, va plutôt rencontrer un vrai professeur
Pourquoi? Parce que ce professeur va te guider. Alors tu vas choisir le professeur et le cours, forcément par rapport à l'heure du créneau, par rapport à l'endroit où se trouve le studio, forcément également par rapport au prix. Mais sache que ce prix, il a une valeur. D'abord, c'est celle d'avoir un vrai prof de yoga en face de toi et pas une machine. Quelqu'un qui va te regarder, qui va vraiment te guider, qui va corriger les erreurs dans la posture physique pour éviter que tu ne te blesses. Parce que oui, en yoga, on se blesse. Et on peut même se blesser très sérieusement. Or, ce n'est pas du tout ce que tu recherches. En outre, peut-être que choisir une vidéo sympathique avec de la musique, un joli paysage, c'est trompeur. C'est trompeur parce que le yoga, au fur et à mesure que tu vas apprendre à connaître le yoga, c'est pas toujours quelque chose de facile. Le yoga, ça va t'apprendre à te calmer, mais ce n'est pas que ça. Le yoga n'est pas qu'une pratique physique. Le yoga derrière, c'est toute une philosophie. On te dit que faire du yoga permet d'apaiser le stress. C'est ce que montrent les études scientifiques. Mais en fait, c'est tout un système qui cherche à voir pourquoi on a du stress. Et c'est là où c'est intéressant. Le yoga n'est pas un simple pansement que tu mets sur un mot. Le yoga te donne les outils, comprendre pourquoi tu es stressé. Là, je te propose d'aller écouter mes épisodes sur les émotions. Le yoga et le bouddhisme sont des philosophies qui permettent de comprendre pourquoi on réagit aux choses d'une certaine façon. Et puis le prof, donc, s'il n'est pas en vidéo, l'avantage c'est que tu peux dialoguer avec lui. Un prof sur YouTube, tu pourras lui écrire et lui dire que c'est bien, mais il ne te répondra pas. Et puis en fait, tu vas avoir des stimuli extérieurs. Le stimuli extérieur, ça va être de regarder la vidéo. Et puis aussi peut-être de te permettre de pouvoir interrompre la vidéo quand tu en as besoin, quand le téléphone sonne, quand le facteur est en train de passer. Or, quand tu es en studio, tu dédies complètement les 60 minutes à ta pratique de yoga. C'est-à-dire qu'en allant dans un studio et en t'offrant cette heure, c'est un cadeau que tu te fais, un véritable cadeau et pas quelque chose de volé dans un emploi du temps. C'est peut-être aussi pour ça que ça ne marche pas. Reconsidère la façon dont tu souhaites aborder le yoga. Je rajouterai aussi cette chose. Si tu cherches à faire du yoga parce que c'est une pratique physique douce, je t'invite plutôt à aller dans une salle de musculation. Tu pourras fatiguer ton corps, tu pourras le muscler, tu pourras perdre du poids aussi, peut-être plus sûrement que si tu penses faire du yoga pour te faire du bien. La deuxième erreur, c'est de faire une séance et d'attendre une transformation spirituelle immédiate. Eh bien, mauvaise nouvelle. Ton système nerveux, ce n'est pas un influenceur sur Instagram. Et ça tombe bien, parce que je trouve que les réseaux sociaux présentent malheureusement de façon trop superficielle ce qu'est vraiment le yoga. Rien ne change après une seule séance. Les études montrent que c'est la répétition qui va mettre en œuvre un mécanisme dans ton corps. Le cerveau, il est plastique, c'est-à-dire qu'il change. Mais il lui faut du temps pour acquérir de nouvelles habitudes et puis aussi de nouvelles compétences. La compétence de déstresser, ça veut dire apprendre déjà à ne plus stresser, à ne plus réagir au premier stress. C'est-à-dire que vous êtes à 10 sur l'échelle du stress. Déstresser, ça ne veut pas dire arriver à 0. Il faut déjà arrêter de stresser, mais on est toujours à 10, et ensuite faire en sorte que ce stress, cette inflammation de notre corps diminue. Vous voyez actuellement énormément justement sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses sur le cortisol. Faire
chuter le cortisol, le système nerveux. Super honnêtement, arrêtez d'acheter des comprimés pour faire baisser votre cortisol. Accordez-vous simplement du temps pour respirer. C'est gratuit, c'est simple à mettre en œuvre et ça va vous rendre d'énormes avantages, services. En effet, on aimerait tous avoir la recette miracle pour être mince, pour ne pas avoir à faire des régimes pendant des mois et des mois, pour être zen, pour ne pas avoir les cheveux blancs, pour ne pas vieillir. Tous, on voudrait que d'un premier coup sans effort, cela nous arrive tout cuit dans les mains. Non. La réponse est non. Il faut revenir sur le tapis. En yoga, il y a un terme, il y a plusieurs termes. Il y a d'abord le mot tapas. Le mot tapas, ça veut dire le feu, l'ardeur. Les Yoga Sutras de Patanjali, c'est un petit livre que généralement tous les professeurs de yoga ont lu. C'est un peu difficile si on n'est pas un peu guidé au départ. Mais c'est un peu la Bible. À tort ou à raison d'ailleurs. Alors, Patanjali nous dit qu'il faut tapas dans yoga, il faut de l'ardeur. Il faut de l'ardeur pourquoi? Parce qu'il faut tout le temps revenir. Un peu comme Pénélope quand elle défait l'ouvrage qu'elle a fait en attendant Ulysse et recommencer. Parce que l'ardeur va brûler aussi tout ce qui n'est pas utile dans notre corps. On retrouve également la même chose avec Abhyasa. Abhyasa, c'est cette espèce de régularité, la constance. En effet, c'est comme tout, quand vous avez appris à parler, vous ne vous en rendiez pas compte, mais vous étiez constant dans vos efforts. Vous avez recommencé jusqu'à savoir comment articuler correctement un mot. Eh bien, c'est la même chose en yoga. Oui, quand on commence, on n'est pas forcément souple. Et c'est pas au bout d'une seule séance qu'on va devenir souple. Pourquoi? Parce que on a un corps. Ce corps, il est devenu rigide, il est devenu stressé, non pas en une seule journée, mais en un cumul de journées. Donc, il faut un certain nombre de jours pour commencer à délasser le corps, à détendre le corps dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à l'étirer. Un muscle, bien sûr qu'il s'étire, mais un muscle pour s'étirer, eh bien, c'est comme vous devez le nourrir. Et on le nourrit notamment avec la respiration, mais pas que. Il faut aussi, par exemple, boire. Et puis, la transformation spirituelle, d'abord, ce n'est pas que la zen attitude, loin de là. Il y a derrière le mot yoga toute une véritable philosophie, et pas forcément liée à l'hindouisme. Bien sûr qu'il y a des connexions, puisque le yoga est né en Inde, mais vous allez retrouver le yoga dans le bouddhisme, de façon tout aussi prégnante. Parce que le mot yoga, en tout cas l'une de ses significations, c'est le mot union. L'union du corps et de l'esprit. C'en est une parmi bien d'autres. Par exemple, dans le plus grand texte, le plus connu des textes en Inde, qui s'appelle la Bhagavad Gita. Dans la Bhagavad Gita, le yoga, c'est l'union avec ce qu'on appelle Purusha. La grande conscience, le grand tout. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, le yoga, alors c'est d'abord la cessation des fluctuations du mental, ça c'est la première définition qui apparaît tout de suite dans cet ouvrage. Enfin, d'ailleurs à l'époque ce n'était pas écrit, maintenant ça devient un ouvrage. Mais c'est surtout une voie de libération. C'est une libération qui aboutit à ce qu'on appelle une isolation. On revient à un état neutre. Donc tu comprends bien que la transformation spirituelle, elle ne peut pas avoir lieu en un seul claquement de doigts. Il n'y a pas de mode essai gratuit en fait quand tu fais une séance de yoga.
Et puis, je te dirais même que parfois, le yoga, c'est pas agréable. Ta transformation spirituelle, c'est justement quand tu vas connaître ses hauts et ses bas. Ces moments pas très agréables où tu te vois et où tu essayes de trouver la meilleure version de toi-même, de la faire émerger. Troisième raison pour laquelle ça ne marche pas. Tu fais du yoga, mais ton cerveau, lui, il fait autre chose. Alors ça, c'est normal. Le yoga, on le sait, fonctionne quand il y a un travail conjugué entre un mouvement, une respiration et l'attention. Le mouvement et la respiration, c'est quelque chose de relativement facile à acquérir. L'attention, c'est beaucoup plus compliqué. Tu auras des yogas où on va te demander de regarder par exemple le bout de tes doigts. C'est ce qu'on appelle un drishti. Drish, de voir, poser le regard sur quelque chose. Ça va permettre de fixer ton mental. Dans d'autres styles de yoga, on va te dire, par exemple dans le forest yoga, qui est le yoga que j'enseignais, on va te dire de fixer ton attention sur Ujjayi, qui est une des respirations du yoga. En vinyasa, on va souvent coupler un mouvement avec un expire ou une expire. Mais en fait, dans la vraie vie, ce qui va se passer, ok, le mouvement, pas de souci. Ta respiration, déjà, ça va être plus compliqué. Tu vas respirer comme si tu montais des escaliers un peu imaginaires. Et puis, ton attention, ben non, en fait, tu vas penser à ce qu'il y a dans le frigo et ce que tu vas faire à manger ce soir. Donc, techniquement, tu es en train de faire ce qu'on appelle du stretching émotionnel très confus. Alors, tu me diras, mais comment faire pour que ça marche vraiment? Eh bien déjà, la première chose, en fait, on l'a déjà abordé, arrête de faire du yoga comme un événement, comme quelque chose d'exceptionnel. Tu peux transformer ta pratique de yoga comme quelque chose d'exceptionnel. C'est toujours super de faire du yoga. Mais le problème, c'est pas que tu fais du yoga, c'est que tu en fais pas assez. En somme, ce qu'on te demande, ce n'est pas de faire la fête une fois, c'est de faire la fête tous les jours, de façon quotidienne. Pourquoi? Rappelle-toi, ton système nerveux, il a mis du temps à se figer. Il lui faut du temps pour se détendre. Tu dois ensuite choisir un yoga adapté à ton état mental et pas à ton ego. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, le problème, c'est que notre ego, couplé avec le stress, ne nous montre pas forcément le bon chemin, donc le bon type de yoga à adopter. Tu es jeune, tu vas vouloir tendance à aller dans quelque chose où tu vas transpirer, où tu vas bouger, où tu vas te mouvoir, alors que peut-être il te faut quelque chose d'un peu plus introspectif, de plus lent. Et c'est là où l'ego intervient. Combien de fois j'ai entendu des personnes dire « Le yoga, c'est pas pour moi, c'est trop lent. Le yoga, c'est pas pour moi parce que je ne transpire pas. Le yoga, c'est pas pour moi parce que c'est pas suffisamment énergisant. » Alors, ces personnes, elles ont raison et elles ont tort. En fait, choisis le type de yoga que tu veux suivre en fonction de ce qu'est ton mental. Donne-lui le temps et donne-toi la possibilité d'évoluer, c'est-à-dire que peut-être aussi de choisir en fonction de comment tu te sens à l'instant présent. Alors oui, c'est vrai, sur YouTube, tu pourras choisir un certain nombre de différents types de yoga. Mais dans le studio où tu peux aller, il y a différents cours, il y a différentes énergies. Les professeurs enseignent le type de yoga où ils sont vraiment à l'aise, où ils sont eux-mêmes authentiques. C'est ça que tu recherches. Et à ce moment-là, tu pourras enfin te dire « Ah, enfin quelqu'un qui comprend. » Troisième chose, respire. Oui, respire vraiment, parce que c'est important. Plus tu vas allonger ton inspire et ton expire, plus ton mental va se poser
Et plus cette fameuse variabilité cardiaque va être importante. Et je dirais même plus, les études ont montré que une expiration lente favorise une variabilité cardiaque élevée. Malheureusement, dans la pratique, c'est plutôt inspiration panique, expiration confuse. Et qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans une espèce de chaos mental. Alors que le but, c'est juste ralentir. Ce qui veut dire que oui, la respiration, c'est un véritable exercice. Au début, c'est difficile. Il faut quelqu'un qui t'enseigne ce qu'est vraiment la respiration. Si tu veux en savoir plus, fonce écouter mes 2 épisodes sur le pranayama, la respiration, où j'explique tout, du point de vue anatomique et du point de vue énergétique. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh bien, avec le temps, ton corps, il va changer, avant même que tu t'en rendes compte. Pendant plusieurs jours, tu te dis, ça ne sert à rien. Mais si, en fait, ton système nerveux, au fur et à mesure, eh bien, prend de façon de moins en moins dramatique ce qui se présente à lui. La seule chose, c'est que tu as vu ton ego. Parce que ton ego, lui, ce qu'il voulait, c'était des résultats immédiats. Et considère aussi le fait qu'on est dans une certaine société. Une société où on veut tout de suite. On veut de l'argent tout de suite. On veut une promotion tout de suite. On veut des résultats tout de suite. On n'a plus cette patience. Le yoga, ça t'apprend la patience. Parce qu'en ralentissant la respiration, tu ralentis aussi le flot. Le flot des pensées dans le mental, le flot des paroles, les flots des mots inutiles. Et progressivement, ton ego, qui était calqué sur ce que la société nous dit, et c'est pour ça que j'en veux beaucoup aux réseaux sociaux, eh bien, ton ego, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est juste que de je, tu vas passer à soi. Parce que le yoga, c'est ça. C'est une recherche du soi. Alors oui, le yoga fonctionne, mais pas comme un hack instantané de bien-être. C'est progressif. C'est comme si tu réglais de façon progressive ton système nerveux. Comme si tu baissais le volume de ton téléphone portable, voire que tu passais en mode avion intérieur. Alors la prochaine fois que tu fais du yoga et que ton cerveau part faire ses courses mentales, respire. Parce que là, à ce moment-là, tu es en train de réentraîner ton système nerveux. Ou en tout cas, au moins, tu fais une pause très sophistiquée sur ton tapis. Et voilà, cet épisode d'Au fil du yoga à l'ombre du Bagnan se termine. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir pris ce moment pour toi, pour ton corps, pour ton souffle. Même quelques minutes peuvent changer le rythme d'une journée. Si tu as aimé cet épisode, partage-le autour de toi, fais-le circuler. Ou reviens l'écouter quand tu en auras besoin. En tous les cas, on se retrouve très vite pour continuer à dérouler ensemble ce fil du yoga à l'ombre du Bagnan. D'ici là, reste à l'écoute de toi-même et avance un pas après l'autre.